tous. Donc, je tiens à remercier l'Occlusif d'avoir accepté ma contribution à cette conférence cet après-midi sur la divulgation 2.0 et en particulier en ce qui va concerner mon intervention sur une approche comportementale sur la divulgation 2.0. L'objectif étant d'essayer d'identifier un certain nombre de moyens, de processus ou de dispositifs pour permettre à la fois de détecter et de prévenir ce type de divulgation qu'on va appeler compulsive, essayer d'anticiper effectivement et de gérer les risques qui y sont associés. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet en guise d'introduction, je voulais m'arrêter quelques instants sur ce qu'on entend par la démarche compulsive, qui est un terme quand même relativement fort. On n'est pas forcément dans soit de l'addiction, soit dans une forme de pathologie. On va davantage parler d'une démarche compulsive liée à l'usage des outils de mobilité et des médias sociaux. Par exemple, on a tous ici assisté à une réunion de travail où chacun des intervenants avait son smartphone sous la main et toutes les minutes, toutes les 5 minutes a été vérifié soit ses mails, soit ses messages, etc. Donc là, on est un petit peu dans un besoin compulsif. Maintenant, on n'est pas forcément dans de la pathologie. Donc je pense que c'est important de distinguer ces deux points. La deuxième chose, quand on parle de divulgation 2.0, on n'est pas forcément dans de la diffamation qui relève en fait d'un acte de malveillance et pas non plus ou de manière un peu connexe à ce qu'on appelle l'irréputation, où là on est davantage sur la notoriété de l'utilisateur ou de l'entreprise sur le web. Donc quand on va parler de divulgation 2.0, on va davantage parler d'une diffusion d'informations sur des médias sociaux, via des outils de mobilité ou non, d'informations liées à l'entreprise qui auraient dû rester dans le domaine professionnel et qui, du coup, ont eu des impacts pour cette entreprise, que ce soit en termes juridiques, financiers, en termes d'atteinte à l'image, de perte de revenus ou de perte d'activité. Donc ça me semblait important de poser ce sujet en introduction. Donc, mon propos, en fait, va se construire autour de deux parties principales. Donc la première qui sera vraiment essayer d'identifier ce qu'on entend par une démarche compulsive de divulgation et l'approche comportementale pour essayer en fait de définir les origines, d'expliquer ce phénomène et les ensembles des manifestations afin d'identifier en fait les risques qui y sont associés. Du coup, dans une deuxième partie, où on sera davantage sur les moyens et quels sont les outils aujourd'hui à disposition de l'entreprise, on va reprendre l'ensemble des risques qu'on aura identifiés pour essayer d'apporter des pistes de réflexion et des solutions qui sont relativement simples à mettre en place. Donc, une démarche compulsive, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une force intérieure qui pousse l'individu à agir. C'est-à-dire que le sujet va réaliser l'action, même s'il sait que ce qu'il est en train de faire est soit illégal, soit interdit, mais même si le sujet s'est lui-même interdit de faire cette action, parce qu'il considère pour lui-même que c'est soit illégal, soit interdit. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est à ce moment-là, pourquoi la personne, l'individu, n'arrive pas à raisonner et à maîtriser cette force-là, cette force intérieure. En fait, ce qu'on se rend compte, et là on est vraiment dans de la compulsion en termes de psychologie, mais je pense que c'est assez intéressant de prendre ça en compte, on le verra par la suite, c'est qu'en fait, si l'individu ne fait pas cette action, donc qui est de diffuser de l'information professionnelle sur les médias sociaux, en fait, l'angoisse qu'il va ressentir de ne pas avoir fait cette action va être beaucoup trop supportable pour essayer de se maîtriser ou de se contrôler. En fait, ce qui est important de voir ici, c'est qu'on n'est pas forcément dans le raisonnement, ni dans le contrôle, ni dans la maîtrise, mais on est davantage dans l'émotion. Du coup, cette démarche compulsive, donc encore une fois, liée aux activités professionnelles et liée à l'entreprise, parce que c'est vraiment notre contexte ici, cette démarche compulsive va être davantage une démarche de compensation, ce qu'avait commencé à présenter Pierre-Luc tout à l'heure, c'est-à-dire que l'individu va chercher soit à compenser un manque, soit compenser un besoin sous-jacent qui n'aura pas été satisfait, ou soit compenser une forme de qualité de satisfaction. Donc, en fait, c'est ces besoins de compensation qui vont en fait être de véritables comportements à risque au sein de l'entreprise, et donc de l'adoption de comportements et de démarches de divulgation, de diffusion d'informations professionnelles sur les médias sociaux. Par exemple, un des phénomènes qu'on a aujourd'hui, donc là je rebondis un peu sur la génération Y, c'est le phénomène qu'on appelle FOMO, c'est-à-dire Fear of Missing Out, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de populations aujourd'hui, donc par exemple de la génération Y, qui sont complètement perdues à partir du moment où ils n'ont pas leur smartphone, ils ne sont pas connectés à Twitter, ils ne sont pas connectés sur Facebook. Donc ça, c'est vraiment une réalité qui est à prendre en compte. Maintenant, à partir de cette démarche compulsive que là on a expliquée, quel est vraiment le constat et quelle est la réalité par rapport à cette
par rapport à ce phénomène. On se rend compte aujourd'hui que 94% des entreprises font part d'incidents liés aux réseaux sociaux avec des répercussions sur leurs activités, donc en termes de perte d'image, de perte de confiance de leurs clients, de données ou de chiffre d'affaires. Donc, deuxième réalité qui est à prendre en compte aussi et qui est rattachée à la divulgation compulsive, c'est qu'aujourd'hui, et donc ça répond un petit peu à votre question, la divulgation 2.0 est rapide, rémanente et anonyme. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, à partir du moment où l'information est diffusée sur un média social, via un outil de mobilité ou pas, l'information est divulguée à grande vitesse et à grande échelle. Ça veut dire qu'en fait, de manière instantanée, la vitesse et le périmètre de propagation de cette information sont illimités. C'est-à-dire qu'en 1 heure, vous passez d'une référence sur Google à des milliers, et en 1 heure, l'information sera passée par 15 médias sociaux, sera tweetée 50 fois, sera republiée sur Facebook, repartagée sur votre blog, etc. Donc du coup, la fuite de l'information n'est plus maîtrisable, et on ne peut plus circonscrire ce périmètre-là. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle l'inforémanence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'information est sur le web, elle reste sur le web. Donc elle peut bien évidemment ressurgir à n'importe quel moment, et notamment à un moment relativement critique ou stratégique pour l'entreprise, que ce soit un contexte de conflit social, développement d'activités stratégiques, une crise de l'entreprise, etc. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte également. Enfin, l'information peut être diffusée de manière anonyme. Alors, par rapport à ça, il y a 2 éléments. Le premier élément, c'est que la divulgation 2.0 aujourd'hui, qu'elle soit faite de manière compulsive ou pas, est réalisée via l'utilisation d'un pseudo ou d'un avatar. Donc, du coup, la source et l'origine de cette diffusion d'informations sont difficilement identifiables. Le deuxième point, c'est que l'utilisation de l'anonymat, d'un avatar, d'un pseudo, etc., facilite ce phénomène de divulgation compulsive, puisque du coup, l'individu est protégé par l'utilisation de son avatar ou de son pseudonyme. C'est-à-dire qu'il ne diffuse pas l'information en son nom propre. L'individu se sent plutôt protégé derrière et via l'utilisation de son identité numérique. Par exemple, je veux publier un tweet sur le dernier plan Boeing parce que je trouve que c'est une évolution technologique majeure. Je vais être beaucoup plus encline à le faire si j'utilise mon pseudo sur Twitter que si j'utilise mon identité réelle en tant que Diane Baudry, parce que je me sens protégée en utilisant ce pseudonyme-là. Donc, du coup, le comportement de l'individu dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, ne va pas forcément être le même que le comportement qu'il adopte en utilisant cette identité numérique-là. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que la multiplication des identités numériques crée de nouveaux et multiplie les types de comportements sur ces médias sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'individu, il est un collaborateur, un manager, un parent, un ami, mais c'est également un être numérique. L'internaute se construit plusieurs identités numériques. Une identité numérique, c'est quoi ? C'est, on choisit une photo de son avatar, on construit un profil avec des données dedans qu'on peut complètement inventer, qui sont réelles ou pas. On va intégrer une communauté particulière, on va s'inscrire dans un réseau, on va utiliser un langage particulier, des codes, on va créer son blog, etc. Donc du coup, ça, c'est une identité numérique. Aujourd'hui, les individus ont plusieurs, et les collaborateurs ont plusieurs identités numériques. C'est-à-dire que ce phénomène de construire son identité en utilisant un profil, un avatar, etc., cette identité-là va être dupliquée et adaptée en fait en fonction des médias sociaux. Donc toutes ces identités-là n'ont pas forcément soit de lien entre elles, c'est-à-dire que mon identité numérique sur Facebook n'a strictement rien à voir avec celle que j'ai sur Twitter ou sur mon blog, mais en plus, cette identité numérique va être complètement différente de la vie personnelle ou de la vie professionnelle du collaborateur. Par exemple, vous pouvez avoir un collaborateur au sein d'une équipe qui va être timide, introverti, qui va plutôt garder des informations pour lui. Son comportement, par exemple, sur son blog ou sur sa plateforme de wiki, ça va être quelqu'un de très extraverti, qui va être énormément prolifique en publication d'informations, en publication de commentaires, etc. Donc vous pouvez vraiment avoir une différence en termes de comportement. Donc il est évident que l'internaute, en conséquence de ça, va adopter des comportements qui seront différents entre sa vie personnelle, sa vie professionnelle et sa vie numérique. Donc là où, et je vais revenir tout à l'heure, la problématique de diffusion d'informations de manière compulsive est vraiment importante, c'est qu'on a vraiment un gap comportemental entre le collaborateur et ses comportements, ses habitudes dans la vie professionnelle, pourquoi pas dans la vie personnelle, et ses actions et le comportement qu'il va avoir sur les médias sociaux. Et du coup, comme ces identités numériques sont différentes sur les différents médias sociaux qu'il utilise, ce gap comportemental peut être également réel entre les différentes actions qu'il a sur les médias sociaux.
Donc, ce qui complique un petit peu la donne aujourd'hui, c'est que 82% des internautes utilisent les médias sociaux et on considère que le temps passé sur Internet et consacré aux médias sociaux est d'environ 52 minutes par jour en moyenne. Donc, quand on parle de médias sociaux, je pense qu'il faut repréciser un petit peu les choses. Donc c'est pour ça que je vous propose cette cartographie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de médias sociaux, on ne parle pas que de Facebook. Les réseaux sociaux sont en fait la partie émergée de l'iceberg et en fait les réseaux sociaux ne constituent qu'une seule partie de l'écosystème des médias sociaux et des technologies web 2.0. Donc ce qu'on voit dans la diversité de ces types de médias sociaux et de l'ensemble des actions qu'on peut y faire, c'est que du coup chaque individu peut s'y retrouver. C'est-à-dire que si l'usage de Facebook ne lui convient pas forcément, Twitter, ça va lui correspondre. Ou alors, s'il veut vraiment publier énormément de choses, le partage d'informations sur des plateformes de wiki ou sur des blogs, c'est des outils auxquels il va s'identifier et qu'il va pouvoir utiliser. Donc, du coup, en termes de démarche compulsive, ce que ça nous indique, c'est que l'univers des possibles, en termes de comportement à risque, est vaste et multiple, puisqu'il est un petit peu au prorata de l'ensemble des médias sociaux qui sont disponibles aujourd'hui. Donc du coup, les opportunités de diffusion d'informations liées à l'entreprise sur les médias sociaux sont évidemment infinies. En plus de ça, aujourd'hui, avec les différentes options de partage que vous avez, il y a une sorte de passerelle entre les différents médias sociaux. C'est-à-dire que vous pouvez très bien publier un article sur un blog qui pourra être partagé via Facebook. De Facebook, vous allez pouvoir faire un lien sur Twitter, etc. Donc vous avez vraiment une passerelle en fait, de diffusion d'informations entre les différents médias sociaux. Du coup, l'écosystème de diffusion des informations publiées est effectivement vaste et les gaps comportementaux dont j'ai parlé tout à l'heure sont effectivement multiples. Donc maintenant, ce fait-là, c'est une réalité, c'est un constat. On pourrait très bien se dire, à partir du moment où la diffusion d'informations ne concerne que des données personnelles liées à la vie personnelle du collaborateur, pas de problème. Seulement aujourd'hui, ce qu'on disait tout à l'heure avec Pierre-Luc, il y a énormément d'informations qui sortent de l'entreprise professionnelle qui sont diffusées par ces médias-là. Donc, on peut proposer deux explications et qui sont finalement deux risques sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, l'information est banalisée, sa diffusion est facilitée. On est dans ce qu'on appelle un contexte d'infobésité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous tous ici, on reçoit quotidiennement énormément d'informations par jour, par semaine, par mois, etc. Sauf que tous ces flux d'informations-là, nous n'avons plus la capacité de les traiter et de les analyser. Donc du coup, et c'est un peu un paradoxe, le fait d'être submergé de l'ensemble de ces informations, on perd un peu notre vigilance, on perd un peu notre attention et on n'arrive plus forcément à identifier l'importance ou le caractère sensible de telle ou telle information. Donc on se retrouve dans un phénomène de banalisation de l'information et on perd de l'attention et de l'analyse sur le traitement qui est approprié. Par exemple, je reçois une information par semaine et je suis le destinataire. Il est évident que n'ayant qu'une information, cette information va être rare, donc je vais y apporter beaucoup d'attention. Maintenant, j'en reçois 15 000 par semaine, il est évident que de toute façon, je n'aurai pas la capacité de les traiter et que l'attention que je vais y porter va être beaucoup moins pertinente et beaucoup moins cohérente. Donc, conséquence de ce phénomène de banalisation, c'est qu'effectivement, l'individu aujourd'hui n'est plus en capacité d'identifier un risque lié à la diffusion d'une information. Je reçois beaucoup d'informations, il y a une information que je trouve très bien, je vais la publier sur Facebook, sauf que je ne vais pas forcément me rendre compte du type d'information que je suis en train de publier parce que j'en ai tellement que je ne fais pas attention. Résultat des courses, je me rends compte que je viens de publier une information stratégique, confidentielle, qui n'aurait jamais dû sortir parce que je n'ai pas pu identifier le risque de diffusion de cette information a posteriori. Troisième élément, et là ça nous permet de rebondir un peu sur les outils de mobilité qui sont une réalité aujourd'hui. Lors des premières assises des médias sociaux qui a lieu en septembre à Paris cette année, Stéphane Hugon, sociologue, a mis en avant le fait qu'aujourd'hui, nous évoluons dans un monde d'opportunisme et de réactivité. Il est évident qu'aujourd'hui, avec les outils mobiles, smartphones, tablettes, BlackBerry et tout ce que vous voulez, on a non seulement accès à l'information partout, tout le temps, mais en plus, via ce même support, on peut diffuser et repartager ces informations partout et tout le temps. Donc, aujourd'hui, avec en plus les applications qui sont intégrées sur les iPhones, les iPads, etc., les applications Twitter, Facebook, un seul clic suffit
pour rediffuser systématiquement de l'information. Donc, une fonction qui est symptomatique de ce phénomène-là aujourd'hui, c'est la fonction retweet que vous avez sur Twitter, où en un seul clic, vous rediffusez de l'information au sein de votre communauté qui peut ensuite être rediffusée via plusieurs communautés, etc. Donc, un seul clic suffit. Donc, du coup, aujourd'hui, se sont développés de nouveaux usages, de nouveaux réflexes qui sont presque automatisés, mais qui, effectivement, s'introduisent dans la sphère professionnelle de l'entreprise. Pourquoi on en arrive aujourd'hui à ce que le collaborateur diffuse des informations qui, normalement, devraient rester dans un contexte professionnel? Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les individus se détachent vis-à-vis de l'entreprise. L'entreprise, 14% des entreprises mondiales ont signalé des menaces de poursuites judiciaires résultant de divulgation par le personnel d'informations confidentielles ou sensibles. Donc on est bien dans une réalité aujourd'hui. Pourquoi ce détachement et finalement pourquoi cette liberté aujourd'hui? Il est évident que l'entreprise est devenue un moyen de développement personnel. L'entreprise fait partie de l'individu et contribue à son équilibre au même titre que sa famille, ses amis, son réseau, etc. L'entreprise aujourd'hui, c'est un lieu de réalisation de soi comme un autre, où le collaborateur va se réaliser à travers les missions, les projets qu'il mène à bien. Donc du coup, le collaborateur s'inscrit davantage dans une dynamique collective au sein d'une équipe, dans un but commun. Ce n'est pas le fait de travailler dans telle ou telle entreprise, dans telle ou telle organisation qui va être valorisant pour le collaborateur, c'est plutôt le fait d'avoir participé à un projet, de le mener à bien et d'arriver à un succès qui soit collectif. Donc, quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise comme institution est remise en cause. Les principes de loyauté, d'autorité qui étaient l'usage auparavant sont remis en cause. Et l'entreprise n'est plus forcément une organisation à laquelle on doit quelque chose. C'est-à-dire que la confiance au sein de l'entreprise n'est plus contractuelle, elle est d'abord communautaire, c'est-à-dire qu'elle se rejoint au sein d'une équipe. Conséquence, encore une fois, les individus, les collaborateurs, et c'est ce qui est en train d'être en place avec l'intégration des digital natives, donc la génération Y dont Pierre-Luc parlait tout à l'heure, c'est que les collaborateurs sont davantage dans la promotion d'un management transverse, c'est-à-dire en mode projet. Aujourd'hui, la hiérarchie pyramidale traditionnelle au sein de l'entreprise est complètement remise en cause et on est davantage dans une logique, ce qu'on appelle fratriarcale, plutôt que patriarcale, c'est-à-dire que chaque collaborateur peut exprimer son point de vue et se positionner comme expert sur n'importe quel sujet, sur n'importe quel projet. La conséquence, c'est qu'auparavant, la circulation de l'information au sein de l'entreprise était plutôt verticale. Aujourd'hui, elle sera davantage horizontale. C'est-à-dire qu'on va vraiment être dans un besoin d'en connaître et de diffusion d'informations au sein d'une équipe pour mener à bien un projet, pour mener à bien une mission, plutôt que de rester dans un droit d'en connaître qui finalement est un peu plus restrictif. Exemple, un informaticien, enfin un administrateur d'un grand groupe industriel français, dans le cadre d'un projet, s'est retrouvé coincé. C'est-à-dire que l'administrateur IT n'arrivait pas à trouver une solution au sein de son projet, pour son projet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a publié un commentaire sur un blog et il a dit voilà, j'ai besoin d'aide, voilà le code et voilà la clé de chiffrement pour me donner de l'aide. Donc on voit bien ici que du coup, la logique d'aller directement sur les médias sociaux, d'aller demander de l'aide sur les médias sociaux, de se détacher de l'entreprise et de vraiment trouver une solution dans une démarche plutôt collective, projet, mission que liée à l'entreprise et à l'organisation est vraiment aujourd'hui de nouveaux usages. Donc on voit bien que à la fois la banalisation de l'information et le détachement vis-à-vis de l'entreprise, qui sont des risques, favorisent ces types de comportements de divulgation compulsive sur les médias sociaux. C'est-à-dire que les collaborateurs ne se sentent pas impliqués ni concernés au sein de l'entreprise. Par rapport à ces deux risques-là, il y a deux autres paramètres qui sont à prendre en compte et que j'aimerais vous présenter. Comme l'a dit tout à l'heure Pierre-Luc, il est évident qu'aujourd'hui, la vie personnelle s'immisce dans l'entreprise. Il y a eu toute une période avec le télétravail, avec la démocratisation des ordinateurs portables, etc., où la vie professionnelle s'est immiscée dans la vie personnelle. Aujourd'hui, on est dans la logique inverse, c'est-à-dire que les habitudes de publication personnelle s'étendent au domaine professionnel. L'individu qui a l'habitude de partager des informations personnelles sur ses blogs, etc., en disant « voilà, cet après-midi, j'ai fait du shopping », il va avoir exactement le même réflexe de dire « ce matin, j'ai travaillé sur tel ou tel projet avec telle ou telle personne ».
Il est évident qu'aujourd'hui, les outils et médias personnels sont également utilisés quotidiennement au bureau. Donc c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, le phénomène de Bring Your Own Device, c'est-à-dire que vous regardez un collaborateur dans l'entreprise aujourd'hui, face à son poste de travail, il a son smartphone personnel dans lequel il y a sa messagerie professionnelle, et puis sur son poste de travail, il a ouvert sa messagerie professionnelle à Outlook, Lotus Notes, etc. Il a ouvert ses 2 pages webmail sur ses messageries perso, il a, je sais pas, accès à sa page d'accueil de son blog ou de sa page d'accueil Twitter. Donc il est évident que la continuité et non plus la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle font un petit peu une passerelle, créent une passerelle qui tente à divulguer des informations liées à l'entreprise. Effectivement, aujourd'hui, l'entreprise peut devenir un sujet de diffusion, et c'est ça le risque premier en termes de divulgation compulsive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, diffuser des informations de l'entreprise permet de satisfaire un besoin de reconnaissance. Vous avez des collaborateurs aujourd'hui qui, sur les médias sociaux, sont de véritables stars. C'est-à-dire qu'à travers leurs avatars ou leurs pseudonymes, ils sont reconnus au sein de leur communauté parce qu'ils divulguent ou ils diffusent énormément d'informations pertinentes, cohérentes, importantes, stratégiques, etc. Donc ils ont une vraie reconnaissance numérique par la qualité des informations qu'ils publient sur les médias sociaux. Publier des commentaires sur son entreprise permet de satisfaire un besoin d'écoute. Ça, c'est le phénomène du blog notetonentreprise.com, où il y a également énormément de commentaires des collaborateurs, soit en utilisant un pseudo ou pas d'ailleurs, qui postent des commentaires et leur avis sur tel ou tel projet, tel manager, sur la manière dont est dirigée telle ou telle équipe, etc. Donc du coup, le besoin de s'exprimer va sortir en fait de l'entreprise et être accueilli dans les technologies web 2.0. Dernier élément sur ce point, partager des informations sur ces activités permet de réparer des injustices ressenties. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le phénomène du journalisme citoyen, c'est-à-dire que le collaborateur va alerter sur un événement lié à l'entreprise que lui considère comme étant soit injuste, soit immoral, soit non éthique. Par exemple, vous avez un collaborateur d'un grand groupe industriel qui est destinataire d'une note interne, et cette note interne dit, ben voilà, pour des raisons propres à la direction, la production de l'entreprise va être externalisée. Alors que le collaborateur sait que cette entreprise fait un chiffre d'affaires à 2 chiffres par an. Donc pour lui, c'est pas acceptable, c'est injuste, c'est immoral, ressenti par lui encore une fois. Du coup, il va publier cette information-là sur un forum parce que pour lui, c'est important que tout le monde le sache et tout le monde soit au courant. Donc, on voit bien que les comportements compulsifs en termes de diffusion d'informations professionnelles sur les médias sociaux et via les outils de mobilité sont une réalité. Maintenant, comment l'entreprise peut anticiper et gérer ces risques-là ? Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est juste de reprendre un petit peu l'ensemble des risques que j'ai évoqués dans une première partie. Donc on retrouve l'adoption de comportements compulsifs de divulgation de manière générale, le fait que la divulgation est rapide, rémanente et anonyme, la banalisation de l'information, le détachement vis-à-vis de l'entreprise, la confusion entre vie personnelle, vie professionnelle et l'entreprise comme étant un sujet de diffusion. Maintenant, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle peut faire par rapport à cette réalité-là ? Je vous propose des pistes de réflexion qui, bien entendu, doivent être remises en compte à la fois dans le contexte de votre entreprise, vos besoins, vos activités et la stratégie globale. Il est évident qu'identifier et anticiper les comportements à risque constituent le premier levier sur lequel il faut travailler. J'y reviendrai après, c'est juste pour vous les présenter. Réduire les opportunités de diffusion d'informations, là c'est pareil, il va falloir essayer de trouver des moyens pour en tout cas éviter que la diffusion en un clic soit facile à faire. Valoriser l'information, là où la banalisation de l'information prend toute la place, essayer de rationaliser et de redonner un petit peu de la valeur à l'information. Sensibiliser les utilisateurs sur les risques et les responsabilités de l'utilisateur dans l'usage des médias sociaux, c'est évident que ça c'est nécessaire. Et enfin, intégrer le 2.0 dans la stratégie de l'entreprise, donc ça j'y reviendrai. Donc, redonner de la valeur à l'information, c'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est de remettre du raisonnement, de la réflexion et du recul sur les informations qu'on traite pour essayer de sortir de l'émotion liée à la compulsion et de casser un petit peu le schéma du comportement compulsif. La première chose, c'est d'élaborer une politique d'usage des médias sociaux de l'entreprise. Aujourd'hui, cette politique-là est en train d'être mise en œuvre par un certain nombre d'entreprises, de grands groupes, de PME, etc. Mais c'est encore une réalité en France qui est timide.
Cette politique-là, ça va vous permettre de présenter les enjeux, les objectifs de l'usage des médias sociaux au sein de votre entreprise et adaptés au contexte de votre entreprise, d'expliquer les rôles et les responsabilités du collaborateur, et ensuite d'indiquer un certain nombre de principes de sécurité propres à l'usage de ce type de médias dans votre entreprise par rapport aux risques que vous aurez présentés. Ces principes de sécurité-là, ensuite, vous pouvez les décliner en un certain nombre de bonnes pratiques que vous pouvez reprendre dans un guide, par exemple. Après, quand on a fait cette politique-là, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, seulement 12% des salariés en France ont été sensibilisés sur des bonnes pratiques liées à l'usage des médias sociaux. Il est évident que ce n'est pas suffisant. Sensibiliser les utilisateurs sur les bonnes pratiques, c'est avant tout et d'abord les sensibiliser sur les risques liés à l'usage des médias sociaux, à la fois pour l'entreprise et à la fois pour l'utilisateur, en termes de responsabilité notamment. Vous pouvez décliner et sensibiliser vos collaborateurs sur un certain nombre de bonnes pratiques, mais aussi, et ça c'est important, intégrer les acteurs au sein de votre entreprise qui sont concernés par cette problématique-là. Dernier point, il est évident qu'aujourd'hui, à partir du moment où on parle de comportements à risque, il est nécessaire d'intégrer les spécialistes des comportements et des ressources en entreprise, c'est-à-dire la direction des ressources humaines. Il est nécessaire de les intégrer dans la démarche pour assurer cette efficacité à moyen, court et surtout long terme. Par exemple, évoquer la sécurité ou la protection de l'information lors de l'entretien d'embauche ou lors des entretiens annuels. Intégrer la protection de l'information comme un objectif à part entière dans la fiche de poste ou dans la fiche de mission. Maintenant, la divulgation 2.0 dans l'entreprise, certes, c'est une réalité, mais il ne faut pas non plus rentrer dans une démarche paranoïa. Si une entreprise a eu un cas de divulgation 2.0 une fois en 5 ans, ce n'est pas non plus nécessaire de déployer un certain nombre d'outils massifs qui ne seront pas forcément adaptés à votre contexte. Donc, la première chose, ça va être d'essayer d'identifier les comportements compulsifs. L'objectif, c'est de comprendre la divulgation 2.0 dans l'entreprise et d'anticiper l'adoption de comportements à risque. Deux possibilités, soit la mise en place d'une cellule de gestion de risques humains au sein de votre entreprise qui est très souvent rattachée à la direction générale, soit intégrer cette problématique-là au sein de cellules qui existent parfois dans certaines entreprises, qui est la cellule des risques psychosociaux et qui vont permettre d'anticiper un certain nombre de comportements à risque, notamment dans des climats anxiogènes de l'entreprise. Par exemple, il y a un plan de licenciement qui est en train d'être mis en place. Il est évident que ça va favoriser des comportements à risque. Ensuite, détecter a posteriori la diffusion d'informations. Il existe un certain nombre d'outils de monitoring et de surveillance qui vous permettent en fait d'être alerté à partir du moment où il y a une diffusion d'informations professionnelles sur un média social. Donc, tout ça vous permet en fait de recueillir un certain nombre de données qui vont vous permettre à la fois de mettre en place des plans anticipés, des plans préventifs en termes de comportement, et puis des plans correctifs en termes de gestion du risque et des impacts liés. Réduire les opportunités de diffusion d'informations, ça va consister notamment à outiller et mettre en place une politique de classification de l'information. L'objectif ici, c'est de multiplier les étapes entre je veux publier une diffusion d'information et j'arrive au clic pour diffuser l'information sur les médias sociaux. Donc le fait de rajouter des étapes, vous rajoutez des barrières et vous cassez un petit peu cette démarche compulsive et ces comportements compulsifs en termes de divulgation. Vous rendez en fait la divulgation en un clic beaucoup moins facile. Aujourd'hui, 64% des entreprises françaises bloquent l'accès systématiquement aux réseaux sociaux. Maintenant, est-ce que c'est vraiment pertinent dans toutes les entreprises ? Vous avez la possibilité aujourd'hui, en fonction de cas d'usage et des besoins qui vous sont propres, non pas de fermer, par exemple, Facebook et de ne pas l'autoriser, mais vous pouvez arriver à mettre le curseur et à trouver une granularité. Aujourd'hui, vous voulez autoriser Twitter, mais vous ne voulez pas que votre collaborateur puisse tweeter avec tel ou tel mot-clé qui font référence à un projet confidentiel. Vous allez pouvoir mettre une règle de filtrage URL sur les contenus en termes de mots-clés. Vous voulez autoriser Facebook, mais vous ne voulez pas que le collaborateur accède au module de chat sur Facebook. Vous pouvez très bien mettre en place une règle de filtrage URL sur Facebook qui va vous permettre d'autoriser l'accès, par exemple, au mur, mais pas l'utilisation du module de chat. Ce que je veux dire par là, je fais vite parce que je suis un petit peu en retard, c'est que vous pouvez, au lieu d'avoir une démarche générique qui va être « j'ouvre » ou « je ferme la porte », vous pouvez choisir en fonction de vos besoins de laisser la porte entrouverte jusqu'à un certain niveau qui correspond à votre stratégie et de pouvoir anticiper à la fois l'adoption de comportements compulsifs, puisque vous ouvrez un petit peu la porte, et en plus une facilité à gérer les risques associés.
Dernier point, intégrer le 2.0 dans la stratégie de l'entreprise. 3/4 des entreprises mondiales aujourd'hui ont intégré les médias sociaux au sein de leurs activités. Intégrer les médias sociaux, c'est quoi? C'est soit vous autorisez et vous intégrez dans votre stratégie l'usage des médias sociaux existants sur le web, soit vous déployez en interne des blogs, des RSE ou des plateformes wiki au sein d'une équipe, dans le cadre d'un projet, etc. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que vous allez intégrer les médias sociaux dans la stratégie business de l'entreprise. C'est déjà le cas pour un certain nombre d'entreprises en termes de communication ou en termes de marketing. Donc non seulement vous allez ritualiser le fait d'avoir une démarche compulsive au sein de l'entreprise, puisque l'entreprise va faciliter, va autoriser le fait de compenser un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure en première partie, c'est-à-dire que la démarche de compensation est assurée par l'entreprise, et en plus, vous allez pouvoir développer l'image de marque de l'entreprise sur le web et sur les médias sociaux, et du coup développer l'identité numérique de votre entreprise. Cette démarche-là, vous pouvez l'organiser et la structurer au sein de votre entreprise, autour d'un community manager. Un community manager, ça a deux rôles. C'est un rôle d'animateur au sein de l'entreprise, animer l'usage, le développement des médias sociaux. C'est un médiateur. Il veille également sur les contenus publiés. Il veille à faire respecter les bonnes conduites par les collaborateurs. Il organise les échanges. Deuxième rôle, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il a aussi un rôle d'interface avec le client sur le web. Il développe la visibilité de l'entreprise, l'image de marque, il recherche des partenariats, il fait de la prospection, il peut faire des tests d'offres 2.0, etc. Donc, par cette démarche-là, non seulement vous pouvez développer l'image de marque de votre entreprise sur le web, mais en plus, vous allez engager les utilisateurs. Vous allez rationaliser le rapport à l'information et les comportements 2.0. Vous allez responsabiliser les collaborateurs. Et en plus, vous pouvez développer une entreprise 2.0 autour d'une stratégie digitale. Par exemple, au même titre que le collaborateur, quand il entre dans l'entreprise, il signe un règlement intérieur et une charte informatique, pourquoi ne pas lui faire signer un engagement digital, par exemple? Donc, en conclusion, la démarche compulsive en termes de divulgation 2.0, c'est trouver le juste équilibre, c'est-à-dire que le risque zéro de divulgation de toute façon n'existe pas. À partir du moment où vous êtes sur du comportement à risque et sur la gestion de risques humains, vous ne pourrez pas couvrir les risques à 100%. Maintenant, la divulgation compulsive 2.0, c'est une réalité, donc il est évident qu'il faut l'intégrer dans votre analyse de risque globale, à l'échelle de l'entreprise. La deuxième possibilité, effectivement, qu'on a vue, c'est trouver le juste équilibre en rendant la diffusion en un clic beaucoup moins facile, donc de manière organisationnelle, de manière fonctionnelle, technique, comme je viens de le voir par exemple, par une politique de classification qui est outillée. Et vous pouvez enfin, effectivement, aller jusqu'à adopter les médias sociaux au sein de l'entreprise autour d'un engagement digital, d'une stratégie digitale. Donc on voit bien qu'en fait, le challenge par rapport à cette problématique qui est quand même assez complexe, qui est intégrée dans l'entreprise depuis peu de temps, en fait, le challenge, c'est de trouver le juste équilibre. Je vous remercie de votre attention.